si je suis là. Bonjour, Lila Aïssiou à ce micro de Féminin Singulier sur Parenthèse Radio. Comment allez-vous bien? Ça fait 5 fois que je le dis, il n'y en aura pas de 6e. Qui l'a dit ça? Je crois que c'est le président Nicolas Sarkozy après tout. Il remet de l'ordre dans ses troupes. Aujourd'hui dans Féminin Singulier, nous nous demandons si l'on peut tout accepter par amour. En attendant d'essayer de répondre à la question avec mon invitée ici présente, Mylène Leroy. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes sexologue. Oui. Et nous allons donc parler de littérature et de sexe aussi. Mais avant cette information que j'ai trouvée dénichée dans Libération, le journal, tu ne négligeras point le sexe, met en garde un pasteur danois. Une mauvaise vie sexuelle conduit à des difficultés maritales comme à des divorces. Eh bien, c'est Paul Joachim Stender, un pasteur de 55 ans, qui l'année dernière a été un candidat malheureux à l'archevêché de Roskilde au Danemark. Et donc, il lance un appel mettant en garde contre la chasteté. Voilà, alors peut-être que accepter le pardon passe aussi par la chasteté. On n'en sait rien. En attendant, peut-on tout accepter par amour? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Féminin Singulier. Vous essayez d'y répondre, vous essayez de nous apporter surtout vos témoignages. 01 70 62 9000, 01 70 62 9000 et le site internet parenthèseradio.fr. Féminin Singulier, 17h-19h sur Parenthèse Radio avec Lila Aïssiou. Peut-on tout accepter par amour? Mylène Leroy, est-ce que cette question, les gens viennent vous voir justement sur ces questions? Mon mari me demande ceci, mon compagnon me demande cela, et d'abord c'est quoi ce qu'on demande qui est pas acceptable? En général, ce sont plus les femmes qui viennent parler de ça en disant que finalement, elles sont comme... elles subissent finalement. C'est pas quelque chose qui est vraiment consenti. Elles le font par amour. Elles font par exemple l'amour par amour. Elles subissent des pratiques par amour. Enfin, subir, c'est un grand mot pour elles parce que elles aiment quand même leur partenaire, mais elles ne sont pas forcément attirées par certaines pratiques dans les relations sexuelles ou... Enfin, c'est assez vaste. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Plutôt les pratiques orales? Les pratiques orales, les pratiques anales sont en général pas très acceptées par les femmes, mais elles n'acceptent pas en général parce qu'il y a des conflits d'ordre relationnel. Elles accepteraient, à mon avis, d'aller un peu plus loin avec leur partenaire, d'être plus dans le plaisir avec eux, s'il y avait moins de soucis relationnels. Parce que quand les couples viennent nous voir, c'est forcément... Quand ce sont des couples, c'est qu'il y a vraiment un gros problème relationnel. Les femmes se déplacent pas réellement pour des dysfonctions, elles se déplacent plus pour des problèmes avec leur partenaire. Donc ça veut dire qu'elles viennent vous voir en vous disant voilà, je suis en couple, tout va bien, on s'entend bien, mais... Alors, en général, c'est pas vraiment on s'entend bien, tout va bien, c'est plutôt je fais semblant d'aller bien et je fais semblant que tout va bien parce que sinon, il va y avoir des conséquences, il va me faire la tête, on va plus réussir à communiquer. Enfin, ça va engendrer pas mal de conséquences négatives au sein du couple. Donc, elles sont vraiment dans l'acceptation finalement, mais il y a derrière vraiment ce côté je subis et je viens parce que je n'ai plus envie de subir et j'ai envie de moi ressentir le plaisir, mon plaisir, et de ne plus être dans cette finalement sorte de soumission, quoi. Il n'y a pas un seul magazine qui ne traite de ces questions de journaux aussi, la preuve avec cette petite brève sur tu ne négligeras point le sexe. C'est finalement comment dirais-je du bon sens aussi que cette mise en garde de ce pasteur luthérien danois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on parle de sexe tout le temps dans les journaux, dans ce magazine, ici sur Parenthèse Radio, dans Féminin Singulier aujourd'hui, entre autres, mais des autres jours aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, jamais le sexe n'aura été aussi tabou, tellement on en parle ouvertement. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi j'entends beaucoup de retours autour de moi de personnes qui me disent mais finalement aujourd'hui on peut tout entendre, tout est détabouisé, et finalement pas du tout. Parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est dans une angoisse de la performance, on entend tellement de choses, il y a tellement de normes, il y a tellement de statistiques finalement par rapport à la sexualité, à la durée d'un rapport,
par rapport au nombre pratiques, de partenaires, au nombre de partenaires, etc. Que les gens finalement... On s'est aperçu sur cette question, je vous interromps 2 secondes, oui. que d'abord ceux qui répondaient à ces questions mentaient souvent. Oui. Les femmes, quand elles répondent le plus honnêtement possible, ça leur donne moins de partenaires parce qu'elles comptent que les vraies histoires. On aura l'occasion d'en reparler, notamment parce qu'on nous parlerons la semaine prochaine des filles faciles qui n'existent pas, et tout ça est bien détaillé. Ce sera la semaine prochaine, jeudi en 8, comme on disait jadis. Mais avant, justement, cette question, il y a quand même encore du tabou en vérité, parce qu'on parle de sexe, mais on se dit quoi? Il y a une méconnaissance de son corps, il y a une envie rêvée d'amour qui finalement il y a énormément de tabous, parce que même dans un couple, il y a énormément de tabous. Les gens n'arrivent pas spécialement, même après 15 ou 20 ans ensemble, ils n'arrivent pas à se dire les choses. Ils ont du mal à se parler de leurs fantasmes et à se parler finalement de leur réel plaisir. Et il y a un rituel qui s'installe en fait dans un couple au tout début. C'est-à-dire que les premières relations sexuelles vont cadrer tout le reste des relations sexuelles avec le même partenaire. Alors évidemment, ça peut évoluer si on arrive à déritualiser, si vous voulez, ce cadre-là. Mais en général, les gens vont continuer de la même façon, à faire l'amour de la même façon, en se disant, on a commencé en faisant comme ça, je sens jusqu'où je peux aller, je ressens jusqu'où je peux aller et je vais pas me permettre d'aller plus loin. Alors que parfois, je reçois un homme, je reçois une femme, je me rends compte qu'ils ont des fantasmes qui sont plus ou moins les mêmes, qu'ils ont envie d'aller plus loin, qu'ils ont envie d'explorer beaucoup d'autres zones, et finalement ils n'osent pas, tout simplement parce qu'ils ne se disent pas. Et la question de l'infidélité, je voulais l'amener un petit peu plus tard, mais je l'amène maintenant. Et en même temps, celles et ceux qui nous écoutaient sur Parenthèse Radio, dites-nous si pour vous c'est acceptable une incartade, une passade de votre conjoint ou de votre conjointe. Je m'adresse à tous, aux femmes et aux hommes. 01 70 62 9000, 01 70 62 9000, ou au contraire vous ne préféreriez pas le savoir du tout, quoi qu'il en soit. Vous pouvez nous envoyer un courriel aussi sur le site parenthèseradio.fr. Je me ferai un plaisir de donner votre avis. Cette question de l'infidélité, justement, est-ce qu'elle vient aussi en consultation où on vous dit finalement je préférerais qu'il aille voir ailleurs, mais qu'il ne me le dise pas C'est une question qui est revenue assez régulièrement parce qu'on reçoit des personnes qui finalement viennent quand ils sont au bout du rouleau, viennent quand finalement il y a vraiment de gros soucis et quand on est sur le fil de la rupture. Donc ces personnes-là y ont déjà pensé, se sont posé la question ou sont même passées à l'acte. Moi, je suis pas quelqu'un qui est là pour juger et je pense que parfois ça peut être bénéfique pour le couple. D'autant si c'est pas franchement avoué, c'est pas un problème. Ça peut permettre à la personne de se retrouver, de retrouver une part de sa féminité ou de sa masculinité, et ça peut permettre de se dire je plais encore, j'ai retrouvé certaines sensations, c'était un moment de plaisir et de partage, et finalement je me rends compte que toutes ces sensations que j'ai pu ressentir, j'ai envie de les ressentir avec mon ami, mon partenaire ou ma femme, Donc oui, l'infidélité n'est pas avouée dans le couple, mais elle est fréquente et avouée une fois qu'on reçoit ou l'homme seul ou la femme seule. Au cœur de l'actualité des parents, féminin singulier, avec Lila Issio. Oui, au cœur de l'actualité des parents, nous parlons d'infidélité là momentanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous venez de le dire, vous n'êtes pas là pour juger forcément, parce que sinon vous allez vous mettre à dos les gens qui viennent en consultation, mais en face à face par exemple avec une femme, de femme à femme, vous arrivez à dire, écoutez, si aller voir ailleurs est possible, ne vous en privez pas, ou c'est pas si facile à conseiller finalement? Disons qu'il faut attendre le bon moment, c'est une question de senti. Je pense qu'on peut pas dire ça à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Je pense qu'il faut finalement tendre. Puis c'est pas une manière de régler le problème. Non, c'est pas toujours une manière de régler le problème, loin de là. Mais je pense qu'on sent en tant que thérapeute à partir de quel moment on peut proposer cette chose-là, parce que la personne en a envie, on le sent dans sa manière de dire les choses, dans sa manière d'aborder la sexualité. Et c'est quelque chose que parfois, oui, je conseille à certaines femmes. Et elles sont finalement soulagées de se dire, mais oui, voilà, je ne suis pas seule,
Il y a plein d'autres femmes qui sont dans mon cas, parce que je leur dis que finalement c'est quelque chose d'assez fréquent, et il ne faut pas qu'elles aient à culpabiliser, que ça peut justement les aider à s'épanouir, parce qu'il ne se passe plus rien du tout avec leur mari ou leur ami, et qu'elles sont pas forcément prêtes à le quitter tout simplement, mais qu'il ne faut pas laisser pour autant leur corps fermé ou se faner, ou voilà, il faut aussi qu'elles puissent vivre leur épanouissement personnel. Mais il y a aussi peut-être une habitude qui s'installe, le quotidien, ce fameux quotidien qui dit-on peut tuer beaucoup de choses, et c'est pas assez, les uns les autres vont chercher le piment ou alors des amours exotiques en réalisant des fantasmes. C'est pas la peine d'aller non plus à l'autre bout de la planète, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de cet ordre-là où finalement vous en tant que sexologue vous agissez aussi un peu comme psychothérapeute que vous deviendrez dans quelque temps quand vous aurez fini votre cursus universitaire, ce que je vous souhaite, et vous agissez aussi comme ça, non? Parce qu'on vous demande des conseils, finalement, on vous demande pas que des conseils en matière de pose sexuelle ou de plaisir ou de position, enfin ça pourrait, non? En fait, la demande, c'est pas vraiment une demande des patients, je pense que c'est plutôt: est-ce que si je me permets de faire ça, est-ce que finalement je ne vais pas culpabiliser? Nous, on est là vraiment pour dédramatiser. Vraiment. La demande de l'infidélité, elle va pas se faire, on va pas demander à un sexologue est-ce que je pourrais tromper ou pas mon partenaire, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas, mais le fait d'oser en parler... c'est pas à vous d'autoriser voilà, du reste. C'est pas à nous d'autoriser du tout, mais le fait d'en parler à quelqu'un, ça leur permet vraiment de se sentir soulagés et de se dire c'est peut-être une solution à mon problème pour le moment, parce qu'en général, quand des couples viennent, c'est vrai qu'ils sont vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, limite à un point de non-retour, et ça peut être une solution pour leur épanouissement. Ou pas, ça peut aussi marquer la fin, l'infidélité. Nombre de couples se séparent de ce fait, parce que c'est inacceptable, parce que c'est... Quand c'est dit. Oui, effectivement. Voilà, quand c'est dit. Mais quand finalement... la trahison ou la tromperie, il y a des gens qui vivent ça comme ça, ou l'infidélité ou la non-exclusivité, elle peut être vécue tout à fait différemment à partir du moment où personnellement on arrive le lendemain à se regarder dans une glace et se dire finalement c'est pas si dramatique que ça, j'étais dans un moment de ma vie où ça n'allait plus, où j'avais besoin de plaisir, où je me suis autorisé le plaisir. Et c'est plus souvent les femmes qui culpabilisent que les hommes. En tout cas, Elisabeth n'a pas l'air de culpabiliser. Elisabeth nous envoie ce message de Melun où l'on écoute Parenthèse Radio sur 97.6. Elle dit: j'ai 62 ans, ça fait 30 ans que je suis mariée, 27 ans que je suis mariée. J'ai toujours trompé mon mari, il ne l'a jamais su. Je pense qu'il devait s'en douter. Et donc ça a été salvateur pour que notre couple dure encore aujourd'hui. C'est un peu vrai ce que dit Elisabeth. En tout cas, c'est vrai pour elle. C'est vrai pour elle parce qu'elle le vit très bien, parce que ça lui a permis, comme elle le dit, de se sentir remplie et de finalement vivre pleinement tout ce qu'elle avait à vivre, d'une part avec son ou ses amants et d'une part avec son mari. Donc pour elle, il n'y a pas de souci parce qu'elle le vit bien. On sent pas du tout la culpabilité dans ce qu'elle est en train de dire. Pourtant, c'est une autre génération. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, on s'autorise moins de choses? Parce que finalement, quand on lit les auteurs du 19e, ça y allait, c'était la fête. Je pense pas qu'aujourd'hui on s'autorise moins de choses. Je pense que c'est une question vraiment de personnalité. Je pense pas que ce soit une question d'âge ou de génération. Je pense que de tout temps, il y a des personnes qui se sont autorisées le plaisir, qui ont vraiment recherché déjà de manière très personnelle à savourer leur propre plaisir dans l'auto-érotisme. Et qui ne se sont pas sentis coupables pour autant et qui se sont dit que c'était un moyen aussi de s'épanouir, de vivre pleinement tout ce qu'on avait à vivre. Comme de tout temps, il y avait des personnes qui étaient dans la culpabilité, qui trouvaient le sexe comme quelque chose de sale ou de tabou, de gênant. Mais je pense pas qu'il y ait plus ou moins aujourd'hui de gêne ou de tabou, de libération ou de tout ce qu'on veut. Je pense que c'est une question vraiment de personnalité. Oui, donc il faudrait qu'on arrête de dire oui c'était mieux avant ou avant c'était pire. Finalement, c'est aussi il y a peut-être une autocensure du côté de la sexualité aujourd'hui, non? Une autocensure non, je ne pense pas. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, il vient vraiment de cette angoisse de la performance et
des enquêtes qui peuvent être faites aujourd'hui que je ne renie pas du tout. Ces enquêtes, elles peuvent nous apprendre aussi beaucoup de choses sur la sexualité, sur ce qui se passe aujourd'hui dans les couples et personnellement. Là, en même temps, on n'a pas sondé les 63 millions de Français qui habitent. On n'a pas sondé, mais ça peut quand même nous montrer une certaine évolution, au moins on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on n'abordait pas forcément avant, la transsexualité, l'homosexualité qu'on aborde plus facilement aujourd'hui, la bisexualité et tout ça, le côté club échangiste et tout ça qui est aussi abordé, des choses qu'on n'abordait pas forcément avant. Mais c'est vrai que ça reste des statistiques et que finalement les gens ont peut-être cette angoisse de la performance et ça revient énormément quoi. Je ne suis pas normale, je ne me sens pas comme les autres, il faudrait que je fasse ça. Ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. On va se séparer quelques minutes sur l'antenne de Parenthèse Radio. Nous revenons tout de suite après avec des questions d'ordre philosophique. Justement, on a un prof de philo qui va intervenir sur l'antenne de Parenthèse Radio et on va lui poser ces questions. Peut-on tout accepter par amour? Réponse dans quelques minutes. 17h, 19h, Lila ICU sur Parenthèse Radio. Vous écoutez Féminin Singulier sur Parenthèse avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Libérez-vous du temps pour l'essentiel. Faites vos courses en ligne. Vous écoutez Parenthèse? Retrouvez Parenthèse sur Internet, www.parenthèseradio.fr. Retrouvez tous les programmes, les sujets des prochains talk-shows et inscrivez-vous pour participer et intervenir en direct sur Parenthèse Radio, la première radio talk dédiée aux jeunes parents, aux parents et à la famille. Vous vouliez réagir? Vous avez entendu l'émission sur la politesse? Sur parenthèseradio.fr, retrouvez les blogs de vos animateurs préférés et laissez-leur votre message. Réécoutez ou téléchargez en podcast vos émissions préférées. Parenthèse, la nouvelle radio talk 100% famille sur Internet, www.parenthèseradio.fr. Parenthèse. Parenthèse Radio, ici, toute la famille s'exprime. Féminin singulier sur Parenthèse Radio. Intervenez au 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr. Peut-on tout accepter par amour? C'est la question que nous nous posons dans ce féminin singulier du jour. Et d'un point de vue philosophique, Pascal Verrier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Parenthèse Radio. Ça pourrait être un sujet au bac. Peut-on tout accepter par amour? Alors écoutez, quand Marion qui m'a téléphoné m'a posé la question, j'ai entendu non pas accepter mais pardonner. Il y a les deux. Écoutez, je pense d'abord il y a de l'impardonnable. Et donc s'il y a de l'impardonnable, cela veut dire que la question de la possibilité du pardon ne se pose pas. Je pense à l'impardonnable en quelques instants, il faut le dire. L'impardonnable, c'est tout ce qui est la transgression absolue, l'infidélité, l'infidélité. L'infidélité? Non, pas du tout. L'impardonnable, c'est les crimes contre l'humanité. Oui. La violence qui s'adresse à des enfants, la violence sexuelle, le viol, le non-consentement d'autrui. Ça, c'est de l'impardonnable. Alors, il y a un exemple dans l'histoire de la philosophie qui est décisif à cet égard. C'est le philosophe Vladimir Yankelevitch, qui considérait que les Allemands s'étaient fort mal comportés. C'était quelqu'un qui était un germaniste admirable, un musicien, et il a dit qu'il ne pardonnerait jamais au peuple allemand, et il a refusé d'avoir le moindre entretien, y compris avec des jeunes philosophes qui étaient des heideggeriens et des gens pour qui il avait une très grande estime. Et un jour, à la fin de sa vie, il a reçu une lettre extrêmement longue d'un jeune étudiant allemand, qui s'excusait et qui lui disait toute la considération à laquelle il le tenait et qu'il pensait qu'il aimerait parler avec lui. Et à ce moment-là, Vladimir Yankelevitch, face à l'impardonnable, le crime contre l'humanité, l'horreur absolue, le dénigrement, la négation d'autrui, les camps, la mort par millions, eh bien Vladimir Yankelevitch a accepté. Et donc je dirais qu'on ne peut rien accepter, mais on ne peut pas pardonner non plus, mais l'amour porte nécessairement sur quelque chose de profondément désintéressé, qui concerne quelque chose d'absolu. Et effectivement, face à l'absolu de l'amitié d'un jeune homme pour un homme qu'il considère, eh bien effectivement,
On peut pardonner. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'impardonnable, c'est aussi l'amour. L'amour, n'est pas du côté du pardon, c'est du côté de ce qu'il y a de plus haut. Et donc l'amour est plus haut que tout. Et donc par amour, effectivement, je pense qu'on peut pardonner à condition que ce soit l'amour qui en pose et qui en demande, et qui en fasse la demande et qui pose la question. Et donc si l'amour demande, eh bien l'amour répondra, je pense que oui. Et l'amour, ce n'est pas un amour christique, divin, transcendantal, c'est simplement la notion d'amour qui est universelle. Voilà ma réponse rapidement. Oui, merci beaucoup. Vous étiez en direct depuis Strasbourg où on vous a dérangé pendant vos de meubles pour ne pas le citer. Pendant vos vacances. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. On refera un petit point si vous êtes d'accord à un autre moment, un moment qui sera plus valide pour vous, Pascal Verrier. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'amitié, vous savez, d'une ancienne élève qui a fait qu'elle m'a trouvé loin de tout, alors que les lycéens occupent le lycée et sont en lutte. Et donc, c'est aussi par amitié que j'ai répondu dans ces conditions abracadabrantes. Je vous remercie. Merci à vous et merci également à Marion. Toute l'actu de la famille, féminin singulier, avec Lila Essiou. Vous voyez, on peut, Mylène Leroy, faire aussi de la philosophie autour de ces questions de pardonner, mais de pardonner au sens universel. Comment dirais-je, Pascal Verrier vient de nous faire un petit cours rapidement. Bon, il n'était pas d'accord sur ma question pour le baccalauréat. Peut-on tout accepter par amour ? À mon avis, Kierkegaard, Emmanuel Kant, Blaise Pascal et autres n'auraient peut-être pas eu leur place. Encore que, mais le marquis de Sade, oui, mais c'était pas un philosophe. J'aurais été hors sujet. Cette question du pardon, elle vous vient aussi en consultation où on vous dit de toute façon c'est impardonnable, je viens là pour moi et parce que je veux trouver des réponses personnelles? Non, pas vraiment. Les gens qui viennent, quand ce sont des hommes, je pense qu'ils se posent pas réellement la question, ils parlent pas réellement de leur couple. Les hommes qui viennent en consultation viennent avant tout pour eux. Alors, je veux pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai qu'en général, ils sont un peu plus centrés sur eux-mêmes en se disant j'ai des problèmes, ou parce que leur partenaire leur a bien fait comprendre que le problème venait d'eux, donc ils viennent vraiment en se disant j'ai un problème, aidez-moi à le régler. Pour ce qui est des femmes, en général... Je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes. Oui. Ces hommes qu'on n'entend pas beaucoup sur ces questions-là, parce que quand ils viennent vous voir, vous venez de nous le dire, c'est sur les conseils de leur copine, de leur plus fidèle camarade de jeu, visiblement, ou leur femme. C'est ça. Ils vous disent quoi ? Je veux dire, c'est plutôt mécanique ou c'est plutôt dans le sentiment ? Parce que comme ils se découvrent pas beaucoup, ces messieurs, et comme vous les avez en consultation, dites-nous qui sont-ils ? En fait, ce sont des hommes qui ne se sont pour la plupart pas découverts, où l'auto-érotisme finalement n'a pas été mis en place, où ce sont masturbation, vraiment. Et ils parlent pas réellement de relationnel ou de problèmes de couple. C'est vraiment, voilà, j'ai un souci, j'aimerais concrètement avoir des réponses par des exercices, par des explications. Et c'est vrai qu'ils sont en attente de quelque chose de plus mécanique. Que les femmes sont beaucoup plus là pour résoudre un problème. Elles ont beaucoup plus besoin de parler, de dire ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ne ressentent pas, d'expliquer pourquoi elles sont en conflit avec leur partenaire, en partant dans des choses qui finalement ne sont plus du tout en rapport avec la sexualité. C'est plus dans la tête chez les femmes ? Ça peut l'être. J'ai pas envie de faire une généralité non plus, mais c'est vrai qu'elles ont, je dirais, plus le besoin d'analyser les choses. Les hommes qui viennent en consultation, en tout cas chez moi, ce sont des hommes qui sont plus en attente de quelque chose, donc qui sont en attente d'une réponse, que ce soit finalement concret dans certains exercices que je peux leur proposer, ou dans la compréhension de leur propre mécanisme. Mélodie de Chantilly, ça s'invente pas, où elle doit nous écouter sur la fréquence de 101.3, nous fait passer ce message, elle nous envoie un courriel sur le site parenthèseradio.fr et elle dit ceci. J'ai l'impression que les pratiques sexuelles telles que l'échangisme sont à la mode. Qu'en pensez-vous ? Faut-il plutôt y voir une sexualité qui existait déjà et qui est tout simplement mise en lumière aujourd'hui ? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant on Mélodie se permet... nous a bien écouté. Voilà, on se permet de parler d'échangisme, comme on se permet de parler d'autres pratiques qui sont
un peu plus tabous, dont on va moins parler facilement entre amis ou même dans un couple. Et finalement, oui, je pense qu'elle a tout à fait raison dans le sens où c'est quelque chose qui a toujours existé, mais aujourd'hui on se permet d'en parler. Voilà, il n'y a pas plus d'échangistes, je pense, aujourd'hui qu'hier. Seulement, c'est considéré comme un peu moins tabou, un peu plus à la mode. Alors on se permet d'en parler un petit peu plus. Et on se permet même d'en parler sur Parenthèse Radio, la radio 100% talk famille. On n'a peur de rien. En même temps, ce sont des choses qui existent. Je pense que ça a dû m'y être, comment dirais-je, un peu en lumière, comme dit Mélodie, un peu grâce à la télévision ou à certaines émissions. Oui, c'est tout à fait ça. Je veux pas les noms là tout de suite, mais bon. Non, mais la médiatisation a fait que certaines pratiques sexuelles ont été mises finalement au goût du jour, quoi. On est dans une certaine mode où on doit utiliser les sextoys, où on doit être plus ou moins libre dans sa sexualité, où il faudrait être comme ça. Et ça, c'est finalement dramatique parce que ça a des conséquences chez chaque individu, au niveau du couple et même au niveau personnel. Je reçois des femmes qui finalement se disent bon bah là, moi je sens que ça ne va plus avec mon partenaire, je n'ose pas le quitter. Pourquoi ? Parce que j'ai peur après de plus être assez performante parce que ça fait 20 ans que je suis avec la même personne. Et avec tout ce que j'entends aujourd'hui, j'ai tout simplement peur de plus être au goût du jour et de plus être assez à la mode ou de pas savoir faire ce qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit en elle, en se disant mais voilà, je vais pas être capable de. Et ça, c'est dramatique parce que finalement, il y a énormément de personnes qui ont une sexualité tout à fait basique, je dirais, et qui finalement s'angoissent avec tout ce qu'on peut médiatiser aujourd'hui et qui sont finalement pas la sexualité de monsieur et madame tout le monde. Jusqu'à 19h, Féminin Singulier sur Parenthèse Radio avec Lila Essio. Ça veut dire quoi ? Qu'il faudrait faire des stages ? Des stages pour ? Des stages de formation, des stages tout au long de la vie, de la même manière qu'un informaticien réactualise ses connaissances, ou alors c'est pas du tout en ces termes qu'il faut imaginer la vie avec son compagnon, que finalement on est tellement pris par d'autres choses que qu'on est à côté. Non, je pense que ça côté de son désir, j'entends. Oui, ça pourrait être bénéfique pour les couples d'aller voir de temps en temps un sexothérapeute ou de faire des stages comme ça qui sont reliés à la sexologie. Pourquoi pas ? Ça peut être un bénéfice pour essayer de maintenir le désir. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est que tous ces couples qui souffrent justement de dysfonction, de problèmes relationnels, il faut vraiment pas qu'ils attendent que ce soit la fin ou que la goutte d'eau fasse déborder le vase. Parce que c'est ce qui se passe souvent en consultation, c'est que les patients, les couples qui viennent, hommes comme femmes, finalement, sont à un niveau de ras-le-bol tel qu'on a du mal à finalement les aider pour maintenir ce désir dans le couple, quoi, finalement. Et la solution se trouve ailleurs. Donc on va les aider à se développer eux-mêmes, à développer leur sensorialité, mais finalement retrouver du désir quand vraiment on arrive à un point où on est dans le dégoût ou quand on est dans je t'en veux, tu n'as pas réagi à temps, etc. C'est difficile de revenir en arrière. Mais des fois, c'est pas le compagnon qui est responsable de ça. Finalement, c'est peut-être une histoire personnelle qui serait mise au jour, comme on dit, à un instant T, comme ça. Chaque histoire est unique. C'est vrai que parfois, c'est un problème qui vient des deux. Parfois, c'est un problème d'un des deux partenaires. Parfois, c'est une histoire personnelle. C'est quelqu'un plus au niveau psy qui a envie de tourner la page. Ça fait 15 ans qu'elle est avec son partenaire. Elle se trouve. Mais il y a des gens qui sont ensemble pendant, je sais pas, 50 ans. Bien sûr, mais des fois même pendant 150 ans. En fait, chaque histoire est unique, quoi. Il peut y avoir de tout. Oui, c'est sûr, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la question. Par exemple, pour refaire naître du désir sur des couples qui ont envie de rester ensemble, forcément. Je veux dire, s'il y en a un des deux qui a envie de partir, ça servira à rien d'essayer de recoller. J'allais dire l'inrecollable. J'invente des mots maintenant dans cette émission. C'est la fin de la semaine pour moi aussi. Mais les stages de tantra, les stages tantriques, vous pouvez nous en parler un peu ? C'est la mouvance hindoue, c'est ça, ou plutôt indienne, ou c'est encore plutôt hurluberlu et que de toute façon, quand on n'a pas de désir... Alors, pour être honnête, les stages tantra et compagnie, c'est quelque chose que moi je n'ai jamais abordé parce que moi-même je ne connais absolument pas. C'est bien que vous ayez l'honnêteté de nous le dire. Ah non, mais c'est pas parce qu'on est sexo, encore une fois, qu'on connaît toutes les pratiques et non, pas du tout. Ah bon ? Non, et pas le Kama du Sutra ? tout. Ah non,
je fais tomber un fantasme là. Pas du tout. Non, c'est quelque chose que je n'aborde jamais en consultation et qui pour moi, alors je me trompe peut-être, mais qui est plus de l'ordre du spirituel ou plus de l'ordre d'un éveil des sens, mais au niveau de l'esprit et pas forcément du corps. Alors peut-être que les auditeurs me diront le contraire, je sais pas, je suis vraiment... 01 70 62 9000, 01 70 62 9000. Pensez-vous qu'une sexologue pour exercer doive tout connaître des pratiques de la sexualité? Quand même un peu, non? Oui, quand même un peu, mais on n'est pas là pour parler en consultation de pratiques ou de positions. Évidemment que ce sont des sujets qu'on peut aborder, mais on est là surtout pour essayer de développer leur sensorialité ou de redévelopper leur sensorialité, ce qui peut amener, pour vous répondre à la question de tout à l'heure, à retrouver justement ce désir chez l'un comme chez l'autre pour des couples qui voudraient se retrouver. Mais on n'est pas là pour leur dire ou leur prescrire telle ou telle position, telle ou telle pratique. Il faut laisser le choix aux personnes de découvrir par elles-mêmes leur propre plaisir à travers leur propre fantasme, par exemple. Mais on n'est vraiment pas là pour dicter quelque chose. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité en matière de sexualité. C'est plutôt les femmes qui viennent vous voir? Non, c'est plutôt les hommes. D'accord. Et quand ils viennent vous voir, ils viennent avec comment dirais-je, quelque chose d'assez précis? Alors les hommes sont très précis, les femmes tournent autour du pot, mais les hommes sont très précis parce qu'en général ils souffrent d'éjaculation précoce, de troubles érectiles, donc c'est très précis. Ils ne vont pas forcément utiliser ces mots-là, mais ils vont, à travers leur langage, il faut essayer aussi de s'adapter à la personne. Ils vont essayer de me faire comprendre tout de suite ce qui va pas, ils vont pas tourner autour du pot, ils sont beaucoup plus centrés sur leurs problèmes sexuels. J'aimerais qu'on parle aussi d'un tout autre sujet, toujours sur notre thème faut-il tout accepter par amour. Alors dans un autre registre, je vous propose d'accueillir sans plus tarder Catherine Picard. Catherine Picard, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur l'antenne de Parenthèse Radio. Vous êtes présidente de l'UNATFI, l'Union nationale de défense des familles et individus victimes des sectes. Vous voyez, c'est assez large comme thème. Et moi, j'aurais voulu voir avec vous justement. Est-ce que par amour, les personnes acceptent d'entrer dans une secte? Qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes que vous avez beaucoup observés, que vous connaissez bien? Mais écoutez, c'est tout à fait, le sujet n'est pas si loin qu'il en a l'air, puisque le phénomène de la secte fonctionne d'abord sur la phase de la séduction, et que de cette séduction, il naît un rapport privilégié entre un maître à penser ou un gourou et quelqu'un qui va devenir petit à petit un adepte, c'est-à-dire qui va, par abnégation, laisser tomber entièrement des codes sociaux, des codes relationnels pour ne se consacrer qu'à la personne sur lequel il focalise. Donc c'est une forme de dévotion à une personne, sauf que au lieu d'être constructive, elle se retourne très très vite sur la personne qui devient victime, puisqu'elle devient sous emprise. Donc ça commence d'abord par de la séduction, par un sentiment de puissance, d'amour, d'être adoré, et puis après, une fois qu'on tombe dans les filets... Et bien, une fois qu'on tombe dans les filets, on est prêt à tout accepter, justement par don de soi. Alors ça peut être de donner du travail, ça peut être aussi de se donner physiquement, ça peut être aussi de laisser ses enfants au mouvement ou à la personne qui le dirige. Et de ce fait, là, on est vraiment sur des atteintes à la dignité de la personne. Aujourd'hui, dans votre mission, puisque vous êtes à la tête de l'UNATFI depuis un moment, je veux dire, c'est pas une mission qui est nouvelle pour vous. Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous sentez que il faut encore être plus vigilant aujourd'hui, ou alors aujourd'hui comme hier, comme demain? Il faut toujours être vigilant et faire un gros travail de prévention, puisque aujourd'hui il y a un certain nombre de techniques qui sont employées surtout dans des secteurs de vulnérabilité. Par exemple, le secteur du soin, le secteur donc de la santé en général, le secteur de la formation, où les gens, s'ils ne sont pas fragiles au sens de petites choses qui seraient tremblantes, le développement personnel par exemple, voilà, c'est ça, sont des gens qui à un moment donné
donné de leur parcours, sont un peu vulnérables parce qu'ils sont en recherche d'un emploi, en recherche d'autres soins pour améliorer leur état de santé. Ou d'un partenaire parce qu'ils cherchent l'amour. Ou d'un partenaire, ou d'amis tout simplement, ou d'un groupe qui est un groupe très 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 chaleureux au départ. Et donc toute la mécanique d'embrigadement, de mise en état de suggestion, elle passe par des réflexes qui sont des réflexes humains, qui sont en effet donc cette séduction, ces propositions avantageuses, et très très vite le cocon se referme sur la personne qui ne peut plus s'en sortir. Est-ce que vous avez des témoignages de familles qui viennent parce que leur enfant a été enrôlé, je pense que c'est le mot qu'il faut employer, et qui se disent finalement je sais qu'elle est là-bas mais elle a l'air d'être plus heureuse, donc je vais pas faire plus d'intervention que ça? C'est très cruel parce que ces réflexions de famille qui viennent, c'est surtout le désarroi de savoir comment il faut faire. Alors on est les ATFI qui reçoivent, les associations en province qui reçoivent les victimes sont toujours très prudentes en disant ne perdez surtout pas le contact, parce que en effet pendant un certain temps il peut y avoir une phase un petit peu d'exaltation, un peu passionnelle, mais il faut toujours être prêt au moment où la personne va reprendre les rênes de son libre arbitre, et là il faut être présent, et c'est là peut-être le rôle le plus important de la famille, c'est de ne pas perdre le contact et d'être présent hors de tout jugement quand la personne aura la capacité de dire « je me suis trompée ». Catherine Picard, une dernière question autour de votre mission. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de secte est beaucoup plus important, ou alors on a la sensation que c'est plus important parce que enfin les médias se mobilisent davantage sur ces questions? Écoutez, il y a une très bonne médiatisation. Aujourd'hui encore, on a un fait divers tragique, puisque la fille d'un député norvégien âgé de 20 ans en sortant de Scientologie s'est défenestrée et s'est tuée. Donc on voit bien qu'il y a une relation directe entre le passage dans un mouvement sectaire et malheureusement la destinée tragique de certains individus. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a de véritables demandes de la société dans tous les domaines qui créent des vulnérabilités, et les mouvements sectaires qui sont des prédateurs sont prêts à donner des réponses d'escrocs à ces vraies demandes. Donc il faut toujours rester vigilant. Il faut toujours rester vigilant, prendre conseil et surtout prendre de la distance lorsque l'on veut rejoindre un groupe, un mouvement, ou lorsque on vous propose des techniques qui semblent un petit peu exotiques, un petit peu particulières. Regardez bien quelles sont les déclinaisons de ces techniques et vers où elles peuvent emmener. Est-ce qu'on demande aussi derrière, parce qu'il y a toujours une contrepartie? Il y a toujours le don et le contre-don, et sont toujours très très présents dans la secte. Si on vous donne de l'amour, entre guillemets, vous allez certainement avoir à donner beaucoup plus. Et encore une fois, au-delà des aspects financiers, il y a quand même les aspects de l'atteinte à la dignité qui ne sont pas entendables dans un état de droit. Catherine Picard, merci beaucoup d'être venue sur cette antenne de Parenthèse Radio. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNATFI, l'Union nationale de défense des familles et individus victimes des sectes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au cœur de l'actualité des parents, Féminin Singulier avec Lila Aissio. Ça en fait partie aussi, ces histoires d'enrôlement dans les sectes. Et est-ce que l'on peut tout accepter par amour? Visiblement, la réponse est plutôt non. En tout cas, sur ce cas de figure, Catherine Picard a bien voulu nous apporter un éclairage. On va se séparer quelques minutes, Mylène Leroy, et nous revenons, sur les pratiques sexuelles des Français, sur votre activité de sexologue. Des questions, des réponses, un numéro de téléphone, un seul, c'est le 01 70 62 9000. Attention, je le répète, 01 70 62 9000. Et vos courriels que j'attends sur le site internet parenthèseradio.fr. Réagissez dans Féminin Singulier au 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr. Vous écoutez Féminin Singulier sur Parenthèse avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Libérez-vous du temps pour l'essentiel. Faites vos courses en ligne. Le vendredi, 17h-19h, c'est l'heure du 5 à 7 sur Parenthèse Radio.
Bonjour, c'est Gilles Tessier. Demain, dans le 5 à 7, nous parlerons des différentes façons de booster votre sexualité. Témoignez, réagissez, posez vos questions. Au 01 70 62 9000. Sur Parenthèse, la première radio talk 100% famille. Parenthèse Radio. Parenthèse Radio. En Ile-de-France, à Meaux, sur 101.3. Révolution dans l'alimentation de votre bébé par Nestlé. Jusqu'à présent, les ingrédients de petits pots étaient cuits ensemble, à la même température, ce qui pouvait dénaturer le goût de certains légumes et ne préservait pas tous les nutriments. Aujourd'hui, Nestlé invente Naturness, la nouvelle génération de petits pots. Grâce à un procédé révolutionnaire, chaque famille d'ingrédients, 100% d'origine naturelle, est cuite séparément à la vapeur douce. Les nutriments essentiels et les saveurs sont ainsi préservés pour le bien-être et le plaisir de votre bébé. Découvrez les nouveaux petits pots Naturness. Des recettes simples et 100% naturelles. Naturness de Nestlé, génération nature. Les astuces écolo de Safia Amor et Maryse Damien avec Enfant Magazine. Tu te rends compte, Safia, 3 Français sur 4 utilisent chaque jour un véhicule. Or, la circulation routière est responsable d'environ 1/5 des émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Tu connais des trucs pour tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture? Oui, bien sûr, on peut tout à fait rouler écolo. D'abord, au démarrage du moteur, évite d'appuyer trop sur l'accélérateur. Ensuite, tu passes une vitesse le plus rapidement possible, quitte même à te retrouver en 4e ou en 5e en ville. Tu maintiens évidemment une vitesse stable et faible. Inutile d'accélérer sans arrêt. Si tu dois freiner, décélère progressivement. Tu sais, de la 3e à la seconde, par exemple, c'est ce qu'on appelle le frein moteur. Cela consomme moins d'essence. N'oublie pas non plus de couper ton moteur lors des arrêts de courte durée. Par exemple, un feu, un embouteillage, ce genre de situation. Ne charge pas non plus ta voiture. Le coffre de toit, par exemple, consomme énormément d'essence. Et évite au maximum de mettre en route la clim. Et au niveau de l'entretien, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est vrai que l'entretien régulier de sa voiture est important. Vérifier la pression des pneus, par exemple, contribue à réduire la consommation d'énergie. Enfin, la toute dernière solution, c'est d'acheter un véhicule moins polluant, d'opter pour un biocarburant et puis de pratiquer le covoiturage. La santé des plus petits dépend de l'environnement dans lequel ils vivent. Retrouvez Safia Amor et Maryse Damien tous les mois dans la rubrique Papa Écolo d'Enfant Magazine. 01 70 62 9000. Parenthèse Radio, libre parole. 17h-19h. Féminin singulier sur Parenthèse Radio avec Lila Essio. Et nous poursuivons cette discussion que nous avons autour de peut-on tout pardonner par amour? Peut-on tout accepter par amour aussi? Alors parce qu'il y a 2 questions là, c'est ma spécialité, les questions kaléidoscope, questions poupée russe. J'en pose une et puis derrière il y en a une autre. Est-ce que vous avez ces demandes, Mylène Leroy, en consultation? Est-ce qu'on vous sollicite beaucoup en vous demandant de valider, bien que ce soit pas nécessairement à vous de valider, mais est-ce qu'on vous dit est-ce que je peux, est-ce que je dois? Alors, pour ce qui est de l'acceptation, non, on me demande pas. On ne me dit pas est-ce que je peux, est-ce que je dois. Par contre, ce que je reçois comme demande, c'est plus, mais j'ai ces fantasmes-là, j'ai ces envies-là, et je n'ose pas. C'est plutôt à l'inverse. Mais l'acceptation, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux me permettre, ou est-ce que je dois faire ça par amour? Non, j'ai vraiment pas de demande de ce côté-là. Mais par contre, beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leurs fantasmes, de leurs désirs et du plaisir qu'ils aimeraient en avoir par la suite. Les gens viennent vous voir avec quel problème précis? Certains des longues périodes de chasteté, plutôt de l'anorgasmie, dites-nous. Anorgasmie, c'est-à-dire absence de plaisir. D'orgasme, oui. C'est pas la même chose. Ah bon? Non, c'est pas la même alors chose. dites-nous. Il y a le désir, donc avoir envie de quelqu'un. Il y a le plaisir qu'on peut avoir tout au long d'une relation sexuelle, sans pour autant aller jusqu'à l'orgasme. L'orgasme, c'est vraiment la jouissance un peu, on va dire, summum, même si j'aime pas trop parler de ça, parce que les femmes qui n'ont pas d'orgasme, après, auront l'impression de ne pas avoir assez de plaisir. On peut très bien avoir des relations sexuelles très satisfaisantes, sans aller jusqu'à l'orgasme. Le plaisir peut être différent, il peut être dans l'échange, tout simplement dans la complicité charnelle.
C'est mieux avec quand même. C'est mieux avec, oui et non, pas forcément. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à avoir des orgasmes que les hommes. Les hommes, c'est quelque chose qui est plus biologiquement programmé. Ils ont cette chance-là, entre guillemets. Pour une femme, c'est plus compliqué. Donc, on peut pas dire que c'est mieux avec, parce que là encore, on va être retombé dans cette angoisse de performance, à dire aux femmes, c'est quand même mieux d'avoir un orgasme à la fin. Non, si elles sont satisfaites de leur relation sexuelle ou des câlins qu'elles ont avec leur partenaire, point barre. Si elles sont satisfaites comme ça, c'est parfait. Oui, il y a rien. On peut pas ériger des dogmes en disant voilà, ça se passe comme ça. Surtout pas. Et puis ce serait dommage. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une seule manière de faire l'amour. Voilà. Et plus on pense à avoir un orgasme, et moins il vient à nous, parce que faire l'amour, c'est savoir s'abandonner, savoir lâcher prise. Plus on va se dire j'ai envie d'avoir un orgasme, j'aimerais bien avoir un orgasme, moins on va l'avoir. Donc finalement, mettre ça dans la tête des femmes, c'est les empêcher d'avoir un orgasme, parce que celles qui se posent la question, c'est celles qui vont être le plus angoissées à l'idée d'en avoir. Et justement, tout ce qui est dit, par exemple, dans les magazines, entre autres, plus féminins d'ailleurs, tout ce qui est dit autour de ces questions de sexualité, ça induit pas aussi les jeunes filles en devenir en faux, parce que ça induit quoi? Ça induit qu'il y a une forme de rapport sexuel, qu'il y a... Ça induit pas qu'il y ait une forme de relation sexuelle, ça induit qu'aujourd'hui, une jeune femme, un jeune homme doivent être capables de faire finalement tout et n'importe quoi, et que la sexualité n'a plus vraiment de sens, ou l'émotion est peut-être moindre. Il y a de plus en plus de jeunes, même adolescents, qui viennent consulter en disant finalement je comprends pas, c'était ma première fois, mon partenaire a voulu me sodomiser ou alors pratiquer l'éjaculation faciale, et finalement je me suis sentie très mal. Parce que justement elles lisent tellement de choses là-dessus, parce que c'est quelque chose de finalement démontré comme basique ou comme normal dans les magazines. Dans certains magazines, si, c'est quand même l'art de la fellation, etc. Donc c'est des magazines un peu spécialisés quand même. Non, pas forcément. Ah non, je vous assure, moi j'ai lu pas mal de choses dans des magazines que toutes les jeunes filles et femmes peuvent acheter. J'ai pas lu ça dans Elle. Moi je lis Elle. Non, pas. On n'a pas les mêmes lectures. Alors. Mais il y a beaucoup de jeunes femmes. Vous lisez des magazines plutôt spécialisés, non? Non, pas spécialement, mais il y a des magazines comme DS ou des choses comme ça. Existe encore DS? Bien sûr. Je ne dis rien contre eux, mais je dis que certaines choses peuvent être dites et mal interprétées par ces jeunes gens. Ils vont être imprégnés de pornographie, par exemple. Ils vont être imprégnés de tout ce qu'on dit, mais pas seulement dans les magazines, à la télé, dans les Alors reportages, justement, etc. cette question de la pornographie, elle vient pas altérer l'idée d'une sexualité, d'une sexualité forcément rêvée? Le problème de la pornographie, c'est qu'on se donne une image très cadrée de ce qu'est la sexualité, et que la sexualité dans la pornographie n'a pas de sens. Et les jeunes veulent reproduire par mimétisme ce qu'ils regardent. Et ils sont étonnés de voir que leur partenaire ne veut pas finalement agir comme les femmes qui sont des actrices porno. Et c'est épatant de voir à quel point ça peut les imprégner, et finalement ils ne développent aucun érotisme, c'est-à-dire qu'ils sont dans quelque chose de très mécanique. Il y a la fellation, la pénétration vaginale, la pénétration anale, l'éjaculation faciale. En général, ça se résume à ça. Et les jeunes gens, même des hommes beaucoup plus âgés qui se sont imprégnés de pornographie plus jeune, ont tendance à vouloir réitérer ça en disant voilà, c'est comme ça qu'on fait l'amour. Eh ben non, c'est pas forcément comme ça qu'on fait l'amour. Ça veut dire que si le premier modèle est de la pornographie, après on fait un peu fausse route. Voilà, on a tendance à faire un peu fausse route quand on a des pratiques qui sont un peu entre guillemets déviantes, parce que regarder un film pornographique, c'est pas non plus un drame. Ça devient dramatique. C'est en vente libre, Oui, bien sûr, mais ça devient dramatique à partir du moment où c'est obsessionnel. Pour n'importe quelle pratique, quelqu'un qui va rester fixé sur une pratique en particulier, là on va parler de perversion. Donc quelqu'un qui reste vraiment bloqué sur les films pornographiques, qui a besoin de regarder des films pornographiques en faisant l'amour à sa partenaire, là ça devient dangereux, parce qu'on est fixé sur quelque chose, et pour essayer d'élargir... C'est là que peut naître le trouble. Le trouble, oui, évidemment, parce que là on est sur quelque chose qui est très fixe, qui est obsessionnel, et on a du mal même à faire entendre à ces personnes que l'érotisme peut être beaucoup plus large, et que l'excitation sexuelle, en général pour ces personnes-là, elle tient qu'à un fil, et nous, en tant que sexos, on est là pour essayer d'élargir ce fil, et c'est difficile de leur faire entendre que tout n'est pas génitalisé, que la sensorialité est très importante, que les paroles sont importantes, que les fantasmes sont importants,
que, je sais pas, l'odeur, les caresses, etc. peuvent être importants. Et ça, c'est difficile, notamment pour les hommes. Ils sont beaucoup plus basés au niveau de la génitalité et moins au niveau émotionnel. Et pourquoi ? Parce que c'est quoi ? Je vous pose une grande question. Hein. Pourquoi vous me dites pourquoi ? Pourquoi vous me posez cette question ? Mais j'en sais rien, Lila. Non, mais je pense avoir une réponse là-dessus. Je pense que tout petit, les hommes peuvent jouer avec leur sexe, peuvent le regarder, et la masturbation masculine est beaucoup plus acceptée dans notre société. Pour ce qui est d'une femme, pour atteindre l'orgasme, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas quelque chose qui, finalement, arrive tout de suite. Donc une femme a besoin de se découvrir, de se caresser, de sentir, d'expérimenter les choses par elle-même et avec s'autoriser. De s'autoriser aussi, ce qui est encore assez difficile pour les femmes aujourd'hui. Et finalement, le fait comme ça d'explorer, de ressentir les choses, de prendre plus le temps pour ce qui est de la jouissance, elles vont être moins basées sur la génitalité que les hommes. Les hommes, ça va être, bon bah voilà, je me masturbe, j'ai un orgasme, pourquoi me compliquer la vie ? Pourquoi est-ce que je devrais passer du temps à me caresser le torse, à me passer la main dans les cheveux, etc. si l'orgasme finalement est là pratiquement à chaque masturbation, parce que c'est pas forcément lié l'orgasme et l'éjaculation. Enfin, c'est encore un autre débat. Féminin singulier sur Parenthèse Radio. Intervenez au 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr. Alors c'est peut-être un autre débat, mais en même temps, cet auto-érotisme, comme vous disiez ça si joliment tout à l'heure. C'est plus joli. Oui, c'est plus joli, mais en même temps, tout le monde comprendra aussi masturbation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes n'y accèdent pas si facilement que ça ? Disons que s'autoriser le plaisir pour une femme encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut penser, c'est pas si simple. Et en plus de ça, l'auto-érotisme, donc la masturbation, va prendre peut-être plus de temps pour une femme pour atteindre l'orgasme. Donc il faut quand même aussi, prendre en compte tout l'environnement d'une femme aujourd'hui, une femme qui travaille, une femme qui a des enfants, une femme qui fait des études, enfin n'importe quoi. Tout son environnement va faire qu'elle prend pas forcément non plus le temps de se poser une demi-heure ou une heure pour se caresser, pour se regarder, pour se découvrir. Et que les hommes peuvent avoir un orgasme de manière plus rapide, on va dire, ce qui est pas forcément très bien, parce que c'est en général ce qui va conduire à des éjaculations précoces ou une certaine correspondance entre la masturbation et la manière d'avoir des rapports sexuels. Et en cabinet, c'est ça qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment de leur faire comprendre que l'auto-érotisme, est quelque chose de vraiment très important pour un homme comme pour une femme, parce que prendre en compte le fait de se caresser, le fait de ressentir vraiment les choses à travers une sensorialité qu'on a plus ou moins développée, c'est finalement la manière dont on va faire l'amour après à son partenaire. Donc plus on prendra le temps de se découvrir, plus on découvrira de zones érogènes, plus on comprendra nos propres mécanismes, plus on arrivera à avoir de plaisir avec un partenaire et à plus facilement bouger, regarder, accepter aussi son corps, parce que c'est ça aussi, il faut aussi accepter son corps et ses courbes, etc. quoi. C'est facile d'évoquer tout cela en face à face. J'ai la sensation que c'est plus difficile avec les hommes qu'avec les femmes, mais moi je vois ça parce que je suis à la porte de la consultation là, ou pas du tout, ça dépend des personnes que vous avez. En général, pour ce qui est de ma part, après moi je reçois plus d'hommes, donc c'est une question qu'on n'a c'est pas difficile à aborder avec les hommes, mais eux sont dans une attente de quelque chose qui, de quelque chose de plus technique, qui puisse leur amener un peu plus de plaisir. Donc à partir du moment où on leur explique quelque chose qui peut leur amener plus de plaisir, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, le manuel de la sexualité, c'est pas comme le manuel de je répare mon scooter et je change la courroie et je fais ceci et je fais cela. Mais après, en cabinet, on commence par des exercices, des mouvements du corps dans certaines parties du corps, où je leur demande vraiment de se centrer sur certaines parties du corps, de bouger sur certaines parties du corps. Et après, avec et sans excitation sexuelle chez eux, ils peuvent reproduire ces exercices. Qu'une femme en parler, c'est beaucoup plus difficile. En général, elles ont tendance à un peu baisser la tête ou être gênées de parler de ça parce que c'est pas quelque chose dont on parle facilement, même entre femmes. Donc en général, c'est plus difficile avec les femmes que j'ai rencontrées. Mais c'est peut-être parce que les filles entre elles parlent de moins en moins de ça, non ? Je sais pas.
Je sais pas si c'est de moins en moins. En tout cas, moi, c'est même en tant que sexo, c'est quelque chose dont je n'ai jamais vraiment parlé avec mes copines. C'est quelque chose que les femmes n'abordent pas facilement, même entre amis, même dans leur couple. Donc, je pense que oui, ça vient de là. Et elles culpabilisent. Il y a vraiment ce sentiment, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de m'autoriser ce plaisir seul ? Est-ce que c'est acceptable, quoi, tout simplement ? Parenthèse radio, c'est la radio 100% talk famille. Celles qui nous écoutent, vous en avez peut-être reçu, qui après un accouchement, par exemple, viennent vers vous parce que leur vie a basculé. Forcément, la vie bascule, mais d'un point de vue sexuel, ça passe du tout à rien du tout. Ça arrive, ça ? Alors moi, je n'ai pas reçu de femmes dans ce cas-là. Il y a un problème. Non, allez-y, continuez. On vous entend, on vous reçoit 5 sur 5. Mais c'est vrai que ces femmes, en général, j'ai pas de retour du tout, c'est pas grave. Non, mais moi, je vous entends. Parlez sans crainte. Ces femmes, en général, ont des problèmes après la grossesse. Hop. Non, mais continuez. On va y arriver, voilà. On est à l'antenne, ça ne s'arrête jamais. Donc ces femmes ont un souci après, mais c'est quelque chose qui finalement doit être compris comme normal. C'est-à-dire qu'une femme, après une grossesse, après un accouchement, doit retrouver sa féminité avant de pouvoir se recomporter entre guillemets entre femmes, parce que là elle a acquis un nouveau statut, elle devient maman. Donc c'est difficile pour une femme qui vient d'avoir un bébé, qui vient de donner la vie, qui vient de faire la chose la plus belle au monde, de se dire mais voilà, je suis à nouveau femme comme avant. Non, il y a plein de changements hormonaux, il y a plein de changements dans sa vie personnelle, et on parle d'à peu près 6 mois sans donner une date fixe, quelque chose de limite. On n'est pas à un jour près, mais il faut en particulier après une grossesse, après un accouchement, à peu près 6 mois pour qu'une femme se retrouve elle-même avant de pouvoir vraiment retrouver un désir et un plaisir dans sa sexualité. Les conjoints viennent vous voir sur ces questions-là en disant depuis qu'on a eu un bébé, c'est une catastrophe. Non, ils en parlent pas forcément parce qu'ils prennent pas conscience de ce problème-là. C'est quand moi j'amène le sujet qu'ils vont se rendre compte que finalement, c'est vrai, vraiment c'est vrai, super. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'elle a changé, qu'elle n'a plus le même comportement, ou après une fausse couche, ou après un avortement par exemple. Mais en général, ils n'ont pas vraiment pris conscience de que ça pouvait avoir des changements pour elles, parce que eux le ressentent pas de la même façon, quoi. Tout simplement. Le message qu'on peut délivrer justement après une grossesse, après surtout un accouchement, qui est une épreuve assez traumatique pour le corps. Il faut laisser le temps à l'organisme de se remettre. Mais vous dites quoi ? Vous dites aussi que c'est peut-être l'occasion de partir sur une autre histoire, une histoire de parents. Alors, la sexualité, c'est quelque chose qui évolue, qui peut changer en fonction de tout ce qu'un couple va entreprendre et de tout ce qu'un couple va vivre. Alors ça peut être un bébé, ça peut être un deuil dans la famille qui va perturber le couple, ça peut être un changement professionnel. Bref, il y a plein de choses dans la vie d'un couple qui vont faire que finalement on peut à ce moment-là se dire bon, on a passé un mauvais cap, on peut aussi repartir sur d'autres bases et essayer de refusionner. Et là, c'est très beau souvent quand les couples refusionnent, parce que il y a vraiment des retrouvailles et une manière encore plus forte. On a passé des moments difficiles et on arrive quand même à se retrouver. Et là, c'est vraiment les périodes où oui, on peut reconstruire ou avoir pas forcément une sexualité nouvelle, parce que je pense pas qu'on change du tout au tout non plus, mais essayer d'entreprendre de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est envisageable pour les couples. Et de laisser une place à la suite de l'histoire. La suite de Féminin Singulier consacrée à peut-on tout accepter par amour. Ce sera dans quelques secondes, juste après le point météo, puis le flash d'information. Et bon, voilà, donc 01 70 62 9000, 01 70 62 9000, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer, pour réagir. À tout de suite sur Parenthèse Radio. Parenthèse Radio. Talk 100% famille. Vous écoutez Féminin Singulier sur Parenthèse avec Oura.fr, le plus grand cybermarché sur Internet. Libérez-vous du temps pour l'essentiel. Faites vos courses en ligne. Papa angoissé ou simplement à la recherche de bons conseils? Le bon coin pour en parler, c'est sur Parenthèse Radio, le samedi entre 9h et 11h.
Samedi 19 avril, entre 9h et 11h, nous parlerons des hommes qui ne veulent pas être pères. Eh oui, ça existe aussi. Mais est-ce que c'est mal ? 01 70 62 9000. Je ne veux pas être père dans Papoule ou Papapoule. Papoule ou Papapoule, Jérôme Vigliano, le samedi entre 9 et 11 sur Parenthèse Radio. Le temps de demain matin, Rémi Catinois fera-t-il ? Demain matin, de la pluie dans le quart nord et dans le quart nord-est, sur la Bretagne, la Normandie et les Pyrénées-Atlantiques. Le ciel sera voilé sur le reste du pays. La minimum des températures, 3 degrés à Clermont-Ferrand, 5 à Orléans, 6 à Troyes et Aix-en-Provence. Le maximum, 11 à Marseille. Merci Rémi.